Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine. Ravi de vous retrouver. C'est une nouvelle semaine qui commence. Nous sommes partis pour 25 minutes de direct et d'interaction avec notre invité du jour. Vous allez le découvrir dans quelques instants. Est-il encore besoin de le présenter? Je ne sais pas, j'hésite moi-même. La cinquantaine décontractée, c'est lui, la crinière fière et argentée, un charisme naturel, une taille à rendre Tom Cruise fou de jalousie. Il est l'arme fatale de tous les défis et de toutes les aventures de TF1 depuis près de 20 ans. Il est de tous les moments de gloire, des candidats, des sportifs, de la Coupe du Monde de foot à Ninja Warrior en passant par District Z. Et bien sûr, Koh-Lanta, il est désormais devenu incontournable. Et sur le plateau du Buzz TV ce matin, il vient nous présenter une nouvelle saison inédite et explosive qui va sans doute rebattre les cartes comme jamais. Et on l'espère surtout, évidemment, enchanter les fans de Koh-Lanta. Bonjour Denis Brognard. Bonjour Nicolas. Merci de nous rendre visite. Mais c'est sympa, mais quelle présentation. La crinière argentée. La crinière argentée, la cinquantaine décontractée, tenez, c'est pour vous. Ah bah, voilà. Vous le mettez dans vos toilettes, comme ça, vous le recevez sous dédicace. C'est magnifique. Voilà. C'est magnifique. C'est une petite intro. Alors, vous présentez la nouvelle édition de Koh-Lanta qui débutera vendredi sur TF1 en prime time, le jeu d'aventure dont TV Magazine d'ailleurs est fier d'être partenaire. C'est la 22e ou 28e si on compte les éditions spéciales. Vous comptez comment, vous? Mais moi, je n'arrive pas à compter. Vous arrivez à arrêter de compter. C'est toujours mon casse-tête quand les journalistes arrivent. Attends, entre les saisons All-Star, les saisons régulières, il y en a combien? Il y a eu des annulés je aussi. Ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'on est en 2021 et que Koh-Lanta a commencé en 2001. C'est-à-dire que nous allons fêter cette année, et oui, déjà les 20 ans. C'est ça qui est incroyable. Et on va en parler. Alors, vous avez fait fort cette année, beaucoup de nouveautés, notamment les règles et les fameuses armes secrètes dont on va parler dans un instant. Et une nouvelle destination, surtout la Polynésie française, tout près de Tahiti, de Bora Bora, des images qui font rêver. Après 6 éditions, j'ai compté, aux Fidji consécutives, vous avez envie de changer de décor un petit peu ou pas? Ouais, parce qu'on avait fait un peu le tour des Fidji, même si c'est quand même un endroit merveilleux. On était déjà dans le Pacifique, on s'est rapproché des États-Unis. Et moi, j'ai découvert la Polynésie française. C'est quand même un endroit magnifique. Ouais. J'avais déjà vu des eaux cristallines, des plages de sable blanc, mais des piscines gigantesques comme ça autour de ce qu'on appelle des motus, c'est-à-dire ces petits îlots coralliens. Les atolls, des motus. Ouais. C'est quand même un truc de fou. Et puis l'accueil de la population, on était au niveau des îles sous le vent, c'est-à-dire Raiatea, Taha, en face de Bora Bora. C'est absolument incroyable comme endroit. On en a fait des destinations. J'ai fait le tour du monde des beaux îlots. Mais la Polynésie française, je comprends qu'on y aille en voyage de noces. Je comprends qu'on revienne toujours avec des yeux qui brillent de cet endroit-là. On ne revient jamais indemne. Alors, c'est étonnant parce que, évidemment, Koh-Lanta est un jeu français, même s'il est adapté de Survivor. Comment vous n'avez jamais tourné en Polynésie française, dans un endroit français? Vous avez tourné en Nouvelle-Calédonie, c'est ça? 2 fois. Mais la Polynésie, ça paraît dingue, en 20 ans, que vous n'ayez jamais songé à y aller. C'est aussi paradoxal que ça puisse paraître, c'est plus compliqué de tourner en France parce que, voilà, on a plus de difficultés, il faut plus d'accords, il faut se dire les choses, ça coûte aussi plus cher. Plus cher, oui, voilà. Mais c'est vrai que c'est formidable aussi pour nous de tourner en France parce que en Polynésie, ils adorent Koh-Lanta, à plus forte raison depuis que Théoura est arrivé dans l'histoire de Koh-Lanta. Effectivement, et on va en parler, Théo. Mais c'est ça qui est dingue, c'est que on arrive là-bas, on fait 20 heures d'avion, mais comme on est en France, mais Koh-Lanta, mais on est attendu à bras ouverts, et c'est toujours vachement intéressant de sentir l'impact d'une émission aussi vieille que Koh-Lanta, même dans ces territoires d'outre-mer. Et moi, je suis fou de joie d'avoir été tourné en Polynésie parce que, encore une fois, indépendamment de la marque et de l'aura Koh-Lanta, on a été accueillis avec une chaleur et avec une décontraction. C'est-à-dire que quand on est là-bas, on ne met pas les petits plats dans les grands, c'est super sympa, c'est une convivialité instantanée avec les gens qui ont travaillé avec nous. Non, puis surtout ce qui est super, c'est que ce sont des techniciens qui ont travaillé avec nous de très grande qualité. Parce que malheureusement, avec la bulle sanitaire, on n'a pas pu aller à la rencontre, comme on le fait régulièrement, de la population locale. On a été en contact et on a pu partager avec les gens qui étaient dans notre bulle, c'est-à-dire les Tahitiens, les Polynésiens, qui avaient une fonction précise dans notre équipe de production. On est en direct sur Figaro Live, sur tvmac.com et bien sûr la page Facebook de TV Magazine, cette page Facebook sur laquelle vous allez pouvoir poser toutes vos questions à notre invité Denis Brognard. Êtes-vous un inconditionnel de Koh-Lanta? Attendez-vous cette saison avec impatience? Qu'aimez-vous chez Denis Brognard? Ou pas d'ailleurs? N'hésitez pas, vos questions, vos remarques, juste après les news médias de Sarah Lecoeuvre. Il y répondra tout de suite. Salut Sarah.
Salut Nicolas. Ça va bien? Ça va bien, en pleine forme. Bonjour Denis. Bonjour Alors Sarah. on démarre tout de suite avec les audiences et on va parler évidemment des plus marquantes, celles de vendredi soir. Oui, puisque ce soir-là a été diffusé le concert des Enfoirés, une édition 2021 placée sous le signe de la crise sanitaire évidemment, sans public, mesures de distanciation oblige. Eh bien, ça ne l'a pas empêché les Français d'être au rendez-vous vendredi soir sur TF1, puisqu'ils étaient 9 200 000 personnes réunies en moyenne, ce qui représente 38,3% de part d'audience. Un pic à 9 900 000 a même été noté au cours de la soirée. Donc, grâce à ce score, les Restos du Cœur... Cœur... 60% femmes responsables des achats. Ah oui, c'est colossal. Ouais, colossal sur la les cible Enfoirés, c'est le must de l'année, et encore une fois cette année. Et forcément, alors les chaînes, le reste des chaînes ont essuyé les plâtres. France 2 est deuxième avec la rediffusion de 2 épisodes de Tropique Criminel. Vous savez, cette fiction portée par Sonia Rolland. Un peu plus de 3 millions de curieux et 14% du public, juste devant M6 qui ferme le podium avec NCIS, la série américaine, 2 800 000 personnes rassemblées et 7% de part de marché. Oui, effectivement, la concurrence souvent passe des rediffs d'ailleurs, ils prennent aucun risque le soir des Enfoirés. Denis, quand vous n'êtes pas dans le sport, dans l'aventure et que vous regardez la télé en famille, qu'est-ce que vous regardez, vous, à la télévision? Est-ce que vous êtes, comme tout le monde, vous avez un peu passé sur les plateformes, Netflix, Amazon, Disney, alors je ou regarde un peu de séries, mais franchement, j'ai une vie très, très compartimentée et je regarde finalement assez peu la télévision. Les rendez-vous d'information. Vous voyez, je ne passe pas souvent à côté du 20h parce que c'est là que je m'informe. Les événements de sport. Clairement, voilà, j'aime ça. Quelques séries, j'ai vu il n'y a pas très longtemps le jeu de dames, mais le jeu de la dame. Sur Netflix, magnifique série. Voilà, mais je prends pas beaucoup de temps pour regarder la. Et Koh-Lanta en famille, hein. Ça, on va en parler, évidemment. Ça c'est sûr. On continue, Sarah, avec Anne-Sophie Lapix qui lâche les manettes du Grand Échiquier. Oui, c'est ce qu'elle a annoncé ce week-end dans les colonnes du Parisien. Pour se recentrer sur le 20h, dit-elle à nos confrères, l'actualité est très intense sur la crise sanitaire et s'annonce tout aussi intense avec la présidentielle, a-t-elle ajouté. Et c'est Anne-Elisabeth Lemoine, qui lui avait déjà succédé dans C'est à vous, qui la remplacera dans le divertissement produit par Troisième Œil, qui produit également C'est à vous sur France 5. Et celle qu'on surnomme déjà Babette avait déjà remplacé la journaliste. C'était il y a quelques semaines quand celle-ci avait contracté le Covid-19. Et d'ailleurs, dans l'interview, elle a donné de ses nouvelles, plutôt bonnes. Tout s'est bien passé puisqu'elle était asymptomatique. Elle a profité de son arrêt pour lire et faire du rangement chez elle. C'est pas votre chaîne, évidemment, mais Babette Lemoine, c'est le meilleur remplacement possible après le départ d'Anne-Sophie Lapix? Je ne sais pas si c'est le meilleur remplacement possible. En tout cas, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Vous savez, moi, je considère qu'un bon animateur de télévision, c'est quelqu'un qui arrive face à la caméra à être aussi détendu que dans la vie de tous les jours. Et je trouve que Babette, eh bien, elle a ce côté fille extrêmement sympathique, ce qui n'empêche pas qu'elle soit très compétente. Girl next door, comme on dit, la fille exactement, cool. Elle a toujours le sourire. Je trouve qu'elle laisse bien la place aussi aux autres sur son plateau. Elle a créé une ambiance. Ça fait partie des gens que j'aime beaucoup en télévision, donc voilà, qu'elle rejoigne le Grand Échiquier, je pense que c'est une bonne chose. Et puis c'est une touche à tout. Elle aime la culture avec un grand C, la culture populaire, et le Grand Échiquier, c'est aussi ça, c'est être capable de vulgariser la culture. Donc c'est quelqu'un que j'aime bien. En tout cas, on souhaite bonne chance évidemment à Babette Lemoine. On termine, Sarah, avec la séquence du week-end. Attention, sortez vos mouchoirs. Ouais, samedi soir, Marie Portolano présentait pour la dernière fois le Canal Sport Club sur Canal+. Et vous en doutez, l'émotion était au rendez-vous. Regardez. C'est abominable. Merci. J'avais dit que je pleurais pas, mais c'est pas sympa de faire ça. Pardon, mais je vais pas réussir à dire au revoir, donc je voulais juste dire merci à tout le monde. C'est cette année que j'ai passé à Canal, surtout l'équipe du CSC, je vous jure, on a vraiment beaucoup rigolé. On a vraiment beaucoup rigolé, c'était vraiment bien. Pardon. Donc la journaliste quitte la chaîne cryptée, vous le savez, pour rejoindre le groupe M6 et y présenter des divertissements, dont un talk-show importé de Belgique. Alors son départ est lié à l'affaire Sébastien Toen, qui a frappé la rédaction des sports de Canal+ à l'automne. Et en décembre dernier, elle avait signé une pétition aux côtés de 150 autres journalistes de la rédaction, où elle avait apporté son soutien à l'humoriste licencié après un sketch sur l'heure des pros, l'émission de Pascal Praud sur CNews. Ce qui est important aussi, c'est de dire
que voilà, elle est en larmes après un document qui est une espèce de rétrospective de ce qu'elle a vécu. Oui, lui avait préparé oui, ça. préparé un petit montage, qui était vachement bien foutu avec une espèce de voix commentaire un peu à la Amélie Poulain. Moi, j'ai trouvé très bien et je comprends qu'on soit en larmes après ça, un petit document comme celui-ci. On dit toujours, Denis, journaliste sportif un jour, journaliste sportif toujours. Vous l'êtes, vous l'avez été dans l'âme, vous l'êtes encore sans doute. Vous savez que d'ailleurs, j'aime pas du tout cette appellation. Non, journaliste, après tout. Non. On est journaliste de sport. Journaliste de sport. Moi, je suis journaliste de sport sportif. Mais il y a beaucoup de journalistes de sport qui ne sont pas sportifs. Non, c'est vrai. Voilà, absolument. C'est pour ça. Mais en tout cas, j'imagine que vous avez peut-être même des copains dans la rédaction de Canal. Ça vous a attristé, cette histoire avec le licenciement de Stéphane Guy pour avoir soutenu, pour avoir dit au revoir à son copain à l'antenne, hein, évidemment. Mais il y a eu vraiment comme ça une espèce de chasse aux sorciers, on dirait, à Canal. Ça vous attriste? Alors, je vais vous dire, j'ai pour habitude de ne pas parler de ce que je ne connais pas. Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Voilà, je suis. Vous avez des copains là-bas, j'imagine? Oui, j'ai des copains qui y sont toujours. L'un de mes meilleurs potes dans le milieu, c'est Hervé Matou. Hervé Matou, oui. Voilà, on essaie de parler d'autre chose que de télévision et que de journalisme de sport quand on se voit. Voilà, mais encore une fois, je ne connais pas les tenants et les aboutissants, donc je préfère pas me positionner sur quelque chose que je connais pas. En tout cas, Marie Portelet va vite rebondir puisqu'elle arrive sur M6. Hein. Oui. M6 a annoncé son arrivée où elle présentera des divertissements. C'est fini? Oui, et Sarah, c'est pour terminé. Je relais super. les questions des internautes. Demain, d'autres news, évidemment. Tout de suite, passe à la grande interview du Buzz TV. On est en direct et on attend toutes vos questions. Elles sont nombreuses avec Denis Brognard. Denis Brognard, il est face à vous, chers internautes de TV Mag, du Figaro et de Facebook. Dans quelques instants, il va répondre à vos questions récoltées par Sarah. Denis, on va entrer tout de suite dans le vif du sujet avec cette nouvelle saison de Koh-Lanta, sous-titrée « Les armes secrètes ». Qu'est-ce que vous nous avez encore concocté pour cette saison? Et expliquez-nous un peu ce que sont ces armes secrètes qui vont, je l'ai dit en introduction, rebattre complètement les cartes. Alors Nicolas, Sarah, les armes secrètes, ce sont des éléments qui peuvent permettre à des aventuriers de se sortir d'une situation et d'une passe difficile. Vous connaissiez les colliers d'immunité que vous pouviez sortir au conseil pour devenir intouchable et pour éviter une élimination. Eh bien, on va faire encore mieux et on va rajouter des possibilités justement de s'en sortir. Il y a plusieurs armes secrètes, je voudrais vous en décrire deux. Le kit ou double d'abord. Imaginez, Nicolas, vous arrivez au conseil, votre tribu a envie de vous éliminer, vous vous sentez en danger. Sauf que vous êtes malin et vous avez trouvé le kit ou double. Donc à un moment, vous me dites au conseil, j'ai le kit ou double. Ça vous donne quelle possibilité? Ça vous donne la possibilité de choisir parmi tous les membres de votre équipe un adversaire que vous allez affronter en duel sur le site du conseil. Imaginez, vous désignez Sarah comme adversaire. Absolument. Donc on a un duel Nicolas-Sarah. Si Nicolas, vous gagnez ce duel, alors vous devenez intouchable. Donc personne ne peut vous éliminer. En revanche, si vous le perdez, vous avez déjà une voix contre vous lors du vote qui va suivre. Donc là, votre situation se complexifie encore un peu plus. Et toute la tribu un peu contre vous, quoi. L'une des armes secrètes, je voulais vous parler de la plus puissante, le bracelet noir. Si vous trouvez cette arme secrète, je prends encore votre exemple parce que c'est très impactant de vous mettre, Nicolas et Sarah, dans la position d'aventurier de Koh-Lanta. Nicolas, vous avez le bracelet noir. Sarah sait qu'elle est en danger. Elle a trouvé précédemment un collier d'immunité individuelle. Elle est au conseil, elle lève la main en disant « j'ai un collier d'immunité individuelle ». Elle le met autour de son cou. Par conséquent, si vous connaissez les règles de Koh-Lanta, elle devient intouchable. Sauf que vous avez le bracelet noir, Nicolas. Et alors ? Vous dites « j'ai le bracelet noir ». Ça veut dire que cette arme secrète fatale vous permet et vous donne la possibilité de prendre le collier d'immunité de Sarah. Donc, comme elle ne l'a plus autour du cou, elle n'est plus intouchable. Et ce collier d'immunité, soit vous le gardez pour vous, parce que vous aussi, vous avez peur d'être éliminé, soit vous êtes serein. Et dans ces cas-là, vous pouvez le donner à n'importe quel autre membre de la tribu réunifiée ou de votre tribu. Ça dépend du moment où vous allez le trouver. Donc, le bracelet noir, c'est l'arme qu'il faut absolument réussir à trouver. Donc voilà, ces armes secrètes, ça va donner encore un petit peu plus de piment, ça va, comme vous le disiez, rebattre les cartes et ça va apporter un peu de stratégie supplémentaire. Alors comment ça se passe? Est-ce qu'on les cherche un peu comme les colliers d'immunité? Est-ce qu'on peut les en recevoir en récompense étapes. Si on gagne un jeu, par exemple? C'est en plusieurs étapes. Non. C'est pas vous qui les offrez, il faut les trouver. Hein. On ne les offre pas, vous verrez que très rapidement quand même, il y a la possibilité pour ceux qui vont s'illustrer dans le premier jeu, eh bien d'avoir un élément leur permettant de bénéficier d'une arme secrète. Mais l'arme secrète, elle se trouve en minimum 2 temps. C'est-à-dire vous trouvez d'abord un message qui vous dit où trouver l'arme secrète. Mais où Julien Magne, le producteur, et les équipes d'ALP sont malins,
c'est que pour trouver, il faudra faire preuve de roublardise et puis de stratégie, parce que souvent les armes secrètes sont placées à des endroits où tout le monde vit. Donc vous imaginez, trouver l'arme secrète sans se faire débusquer par les autres, ça ne sera pas une mince affaire. Est-ce que ça donne, alors on ne va pas dévoiler évidemment ce qui se passe, vous connaissez l'issue du jeu, est-ce que ça a donné en partie les conseils quasiment les plus imprévisibles de l'histoire de Koh-Lanta, Denis? Est-ce que est-ce qu'on va voir des conseils Je vous garantis qu'il y a des conseils incroyables, assez intenses, avec des surprises. Évidemment. Des surprises. Regardez, imaginez un duel au milieu du conseil, une épreuve au milieu du conseil. Ça peut être formidable. Et puis, attention, mais je ne vous en dirai pas plus. Les armes secrètes interviendront aussi au moment des ambassadeurs. Oui. Important à savoir aussi. Je vois vos yeux qui brillent. Bien sûr, évidemment, patienter. on adore tous Koh-Lanta. Alors pourquoi cette évolution-là spécifiquement? C'est encore pour pimenter le côté stratégique. Alexia Laroche-Joubert a déclaré dans TVMax, on veut générer des rebondissements, encore plus de rebondissements. Des rebondissements, je crois que l'aventure en elle-même, le concept en génère, mais c'est vrai que ce qu'on veut surtout, c'est que cette émission, qui, je le disais, est une vieille dame de la télévision, 20 ans, c'est quand même quasiment un âge ancestral pour la télé, mais on veut que cette émission, elle continue à plaire sans provoquer de lassitude. Alors on sait que Koh-Lanta, c'est une émission qui plaît avec ce principe des jeux de confort, des épreuves d'immunité, des conseils, où les aventuriers sont en autarcie complète et où ils vivent ensemble, s'éliminent ensemble, gagnent ou perdent ensemble. Mais c'est vrai que si à chaque fois on est capable d'apporter un peu de piment, de la nouveauté, on va déstabiliser, on va surprendre les candidats qui sont parfois nos meilleurs ambassadeurs parce qu'ils connaissent tout par cœur, parfois même mieux que moi dans l'histoire de Koh-Lanta. Et si les candidats sont surpris, je peux vous dire, c'est du 100%, les téléspectateurs le seront de manière exponentielle. Donc, on cherche toujours, et c'est là, moi, que je suis très impressionné par la capacité d'ALP et des équipes de TF1 de rebondir, de réagir, c'est que on ne se contente jamais de nos bonnes audiences, de notre position de leader, jamais démentie le vendredi soir. On cherche toujours à apporter de la nouveauté pour que Koh-Lanta reste cette émission qui plaît, mais qu'il y ait toujours ce petit supplément d'âme qui permette à cette aventure d'être finalement une nouvelle aventure qui est très différente de la précédente. Sarah, j'ai pas sorti le bracelet noir, donc vous pouvez y aller et donner les questions des internautes. Et oui, nous sommes en direct sur la page Facebook de TV Magazine. Denise, une fan. Bonjour Denise, j'adore Koh-Lanta. C'est sûr, elle sera au rendez-vous vendredi soir. Et Franck qui se demande ce que vous ferez vendredi pour le premier épisode de la saison. Où serez-vous? Dites-nous tout. Alors, je peux d'ores et déjà vous faire une petite révélation, parce que j'aime bien vous en faire ici. On sera en direct sur les réseaux sociaux. Et quand je dis « on », c'est parce que je ne serai pas tout seul. Je serai avec un invité, quelqu'un qui aime beaucoup Koh-Lanta et avec qui je vais partager cette soirée. Et on va la partager à deux, mais à plein. Puisqu'on un ex de Koh-Lanta, vous voulez dire, ou je ne vous révèle pas, ça va arriver, vous aurez des indices tout au long de la semaine, mais on sera sur Instagram, sur la page Koh-Lanta, on sera sur ma page, sur la page de mon invité, bref, on sera sur les réseaux sociaux, et puis on sera là avant, on sera là pendant, notamment au moment des pubs pour réagir, on sera là après. Donc voilà, petit événement réseaux sociaux sur le vendredi 12. On va découvrir ça. Pour prolonger la question, c'était Franck, c'est ça. Vous avez l'habitude de regarder hors de cet événement spécial. En général, vous êtes en famille, vous êtes avec votre femme, vos enfants, vous regardez, parce qu'eux découvrent pour la première fois, j'imagine. Vous leur avez pas trop raconté. Non, je leur raconte rien. Ils me posent des questions, mais je reste complètement muet comme une carpe. Mais ce qui est marrant, c'est que là, cette année, vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, on présente les candidats les uns après les autres, on montre leurs portraits. Bien sûr. Et donc, ça suscite des réactions, notamment chez mes enfants et chez mon épouse, qui me disent « Ah ouais, non, lui, il va pas aller loin. » Et donc, quand on me dit « Lui, il va loin, lui, il va loin. » Je sais pas. Et là, d'un seul coup, je regarde ma montre, mon téléphone, il y a un truc. Non, personne. Non, parce que si je commence à dire un petit peu, pas beaucoup, je ne dis rien. Comme ça, je suis tranquille. Et parfois même, ce qui agace prodigieusement mes filles, je leur dis des bêtises. C'est-à-dire, ouais, non, mais je suis sûr, les rouges vont gagner. Mais comment tu le sais? Comment tu sais que les rouges... Il y a eu un indice, etc. Elle était vachement forte. À l'arrivée, c'est les jaunes qui gagnent. Bah, évidemment. Ça les énerve.
Alors les candidats, on en parle, 10 hommes, 10 femmes, dont 2 repêchés notamment de la saison 19, celle qui avait été annulée. Alors des agriculteurs, pharmaciens, boulangers, restaurateurs, coachs sportifs. Et j'ai même vu une candidate, Candice, qui est instructrice en survie. C'est-à-dire pour elle, Koh-Lanta, c'est bureau, quoi. C'est la vie de tous les jours, non? Instructrice en survie. Alors quand on est instructrice en survie, on arrive, on mange bien, on a tout le confort et puis on met en avant ses compétences avec des gens qui ont envie d'apprendre à faire du feu, à se débrouiller dans la nature. Avec des aventuriers différents, avec des gens qu'on ne connaît pas, avec le stress évidemment de l'élimination. C'est plus dur pour elle, là. C'est plus dur. Pareil. Néanmoins, effectivement, c'est quand même un avantage d'arriver en étant coach en survie. Reste à savoir si elle va vouloir le mettre en avant, si elle va vouloir le dire. Caché, Parce que nous, et en l'occurrence moi, je ne révèle pas ce que les aventuriers ne veulent pas que l'on réveille. Oui, les portraits, eux, ne le voient pas, ne les connaissent pas, les portraits, c'est après. Sûr, les aventuriers. Et Candice est la plus jeune aussi, 25 ans. Qu'est-ce qu'on peut dire du niveau de cette année, Denis? Homogène, gros compétiteur apparemment, c'est ce qui s'annonce. Alors moi je dirais que dans les épreuves, ça va déménager avec des équipes qui vont vraiment s'affronter et des duels indécis. Et puis ça va se poursuivre ensuite lorsque l'aventure va devenir individuelle. Et ce qui est important aussi, et moi je trouve que c'est bien, on avait envie qu'on puisse aussi se recentrer un peu sur la survie. Vous allez voir des compétences en survie, des envies, de la motivation pour que le camp soit le plus performant possible, pour parvenir, est-ce qu'ils y réussiront, c'est à vous de le voir semaine après semaine, mais à faire du feu et à se donner les meilleures chances d'arriver avec le meilleur niveau et le moins d'affaiblissement possible sur les épreuves. Ça veut dire donc trouver à manger, être capable de vivre en autosuffisance. Et la survie, cette année, sera un des éléments forts, marquants, notamment du début de l'aventure. On va suivre ça. Sarah. Oui, c'est une question alors qu'on a sans doute beaucoup posée. Myriam, avez-vous déjà testé l'épreuve des poteaux ? Alors, je l'ai testé, je mesure 1m92, je fais preuve d'un sens de l'équilibre assez nul. Donc, votre centre de gravité est très haut. Oui, mais non, mais vous avez des gens, des aventuriers de Koh-Lanta de grande taille, avec des grands pieds, qui ont déjà gagné les poteaux. Moi, je suis vraiment pas très très doué pour l'équilibre, donc j'ai testé les poteaux, mais je les ai testés quelques minutes seulement, et je peux vous dire que vous savez, les poteaux, on les réduit, ils sont plutôt grands au départ, rectangulaires, et puis ils se terminent par un carré de 10 cm de côté. Essayez de tenir en équilibre sur un carré de 10 cm de côté. Pour moi, c'est de la lévitation. Donc, comme je suis très mauvais en lévitation, je tombe. C'est-à-dire que je suis incapable de tenir sur ce carré. Certains aventuriers y parviennent. Mais il faut dire que quand on arrive à la fin de Koh-Lanta, quand vous faites partie des 3 derniers, mais vous êtes dans un état second. Et je pense que malgré la fatigue, malgré les privations, malgré l'amaigrissement, vous rêvez tellement d'aller en finale face au jury final, vous rêvez tellement de gagner Koh-Lanta, c'est un peu le Graal que d'arriver sur les poteaux, que vous trouvez, vous découvrez des ressources insoupçonnées, notamment en matière d'équilibre. Mais quand, comme moi, vous arrivez en disant « Tiens, je vais essayer les poteaux », le poteau plus large, oui. Quand on coupe une petite partie, ça va encore. La deuxième, c'est très précaire. Et puis dès que c'est la troisième, je suis déjà dans les eaux cristallines de Polynésie. Alors pour reprendre, il y a beaucoup d'internautes qui vous le demandent, et je vais vous le dire, un mot sur la crise sanitaire. Évidemment, vous avez dû tenir compte de très nombreuses restrictions, et pour ça, vous avez vu les choses en grand. Carrément, un paquebot de croisière, vous avez mis toute l'équipe de production sur un paquebot, forcément, en étant un peu isolé. C'est une jolie bulle sanitaire, ça. Ouais, bravo aux équipes d'Alexia Laroche-Joubert d'avoir été capables d'organiser ce tournage. Aucun pays dans le monde qui produit Koh-Lanta ne l'a fait l'année dernière. On est les seuls. Et ça, chapeau, parce que c'était loin d'être évident. Alors évidemment, il y a cette Pourquoi ça cause des questions d'assurance? C'est-à-dire, si la saison est annulée, c'est... Écoutez, alors là, il faudra voir avec Alexia, parce que je ne gère pas ni les assurances, ni les conséquences. En revanche, ce que je sais, c'est qu'on a tout mis de notre côté pour que ça puisse fonctionner dans les meilleures conditions. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire déjà qu'on a passé 3 tests avant de partir, qu'on est arrivé à Papeete, sur l'île de Tahiti, et que là, nous sommes restés 5 jours en quarantaine, tous, que ce soit les techniciens, l'animateur, le producteur et les candidats.
Et sur ce passage-là, on a été à nouveau testé 2 fois, et notamment le dernier test PCR, eh bien, il avait lieu moins de 24 heures avant notre montée, effectivement, sur ce bateau de croisière que nous avions privatisé pour que cette bulle sanitaire soit totale et qu'on soit tous ensemble regroupés sur le même bateau, mais avec les gestes barrières, avec les masques, avec la distanciation, notamment dans l'endroit de restauration. Et force est de constater, c'est qu'aucun technicien et aucun candidat n'a contracté Pas mal, parce que vous la êtes quoi, Covid. 200 à peu près, Ouais, 150, 200 ouais. Mais on a respecté ça. On ne s'est pas mêlé à la population. Même si les restaurants étaient ouverts sur les îles autour de chez nous, nous ne sommes pas allés au restaurant. Nous ne sommes pas sortis. Vous voyez, moi, quand je sortais pour faire du vélo, j'étais seul. Et je faisais du vélo sans m'arrêter nulle part, avec une voiture derrière qui était là en cas de problème, conduite par quelqu'un qui appartenait aussi à la bulle. Quand les techniciens sortaient, eh bien, c'était uniquement entre eux pour faire un footing, etc. Aucune visite dans les magasins. Enfin, on a respecté ça. Et donc aucun cas de Covid. Aucun cas de Covid. Et franchement, ça a été une super réussite parce que c'était forcément l'angoisse des producteurs et notre angoisse à tous qu'on ne puisse pas aller au terme de ce tournage à cause de cette pandémie. Alors, vous parliez tout à l'heure de la longévité de Koh-Lanta, qui est exceptionnelle en télé, 20 ans. Mais ce qui est encore exceptionnel, ce sont les audiences réalisées. Plus de 6 millions de téléspectateurs pour les 2 dernières éditions, dont un carton, il faut le dire, 40% sur les femmes responsables des achats. La cible publicitaire, c'est une longévité incroyable. Arthur, récemment dans Télémac, expliquait que Koh-Lanta était la plus grosse arme de TF1. Vous êtes d'accord avec lui, j'imagine? Je ne peux pas aller Vous n'allez pas contre contredire Arthur. Arthur. En plus, c'est mon producteur sur District Z. Non, mais il dit c'est un toujours, autre producteur qui est un grosse... concurrent pourtant de Koh-Lanta me disait c'est peut-être l'émission du siècle. Il pensait peut-être au siècle précédent. C'est vrai que moi, je ne suis pas forcément le mieux placé pour en parler, mais ça fait 20 ans. Leader tous les vendredis soirs avec des chiffres très intéressants, notamment sur cette cible des femmes responsables des achats. Mais c'est vrai que c'est un programme qui plaît et c'est un programme qui, encore une fois, on parlait des armes secrètes tout à l'heure, c'est se renouveler année après année. Et chaque année, il y a une nouveauté. Alors, on ne va pas se dire que toutes les nouveautés ont parfaitement fonctionné et ce sont en plus des nouveautés éphémères. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les armes secrètes, par exemple, ça ne reviendra pas la prochaine fois. Et on trouvera... Je peux vous dire d'ailleurs que pour fêter les 20 ans, on a déjà pas mal d'idées. Moi, à chaque fois que j'en discute avec Julien Magne, le producteur, je me dis « Waouh, mais où ils sont allés chercher ça ?» Et c'est pareil pour les armes secrètes. Mais voilà, il faut trouver ces idées-là, il faut les mettre en place, il faut être capable de les faire, de leur permettre de fonctionner sur un tournage comme celui-ci. Mais c'est l'expérience. C'est ça qui est génial aussi, c'est une émission qui est d'une grande fidélité par rapport à TF1 depuis 20 ans, mais c'est une émission aussi qui est tellement appréciée par les techniciens qui sont là pour certains depuis 10, 15 ans, parfois 20 ans comme moi. Donc voilà, il y a un attachement et il y a une envie que ça perdure et que ça continue. C'est pour ça qu'on est très sensible aux nouveautés et très sensible pour éviter n'importe quelle forme de lassitude chez le téléspectateur. Alors Denis, vous m'avez tendu la perche, je vais la prendre immédiatement. L'édition spéciale 20 ans. On en parle beaucoup, celle qui va arriver à la rentrée, là. Parce que Nicolas, on se connaît depuis 20 ans. Alors, est-ce que All-Star, pas All-Star, il y a quelques petites... On se connaît depuis 20 ans. Oui, et vous savez que depuis 20 ans, j'ai une philosophie et c'est toujours la même. C'est-à-dire de ne pas parler de la saison suivante tant que la précédente n'est pas terminée. La précédente, elle n'a même pas commencé puisque c'est vendredi. Mais je vais quand même répondre à votre question. Super. Alors, des petites... Ce sera un All-Star. Super, donc des candidats emblématiques. C'est sûr. Ben voilà, je vous ai tout dit. Oh bah non. C'est tout? Non. 2. Ce sera à Tahiti? Dieu seul le sait. Vous tournez quand prochainement là? Bientôt. Ouais, bientôt. Ouais, on part dans quelques semaines. Ouais. Voilà, le casting est quasiment bouclé et surtout les nouveautés sont actées, validées et bien enregistré, notamment par moi. J'ai qu'une seule envie, c'est de vivre ce 20e anniversaire parce que voilà, ça veut dire quelque chose. 20 ans, c'est quand même incroyable. Et je ne vous révélerai aucun prénom concernant le casting. Ce que je vous dis, ce que je peux simplement vous dire, c'est que c'est du lourd.
C'est du lourd. On sera au top du casting. Claude sera là ou pas simplement Non, mais je vous dis, je vous Bah donne non, aucun mais on prénom. demande. Vous me demandez où ça se passe. Il y a plein de gens qui demandent est-ce que Claude... Véronique, Mais non, mais, demande. alors, Bah oui, bien Claude. sûr, tout le monde. Véronique, il va falloir patienter un petit peu pour savoir qui sont les Jusqu'à la membres du rentrée. casting. Ouais, oui, Voilà, c'est je ne ouais. peux pas vous en dire plus pour l'instant. Et je suis déjà sympa, je vous dis que le casting, il sera là, Ouais. c'est-à-dire très Top très haut. niveau et un All-Star. Sarah, on prend des questions. Alors, la question de Marie-France, avez-vous un droit de regard sur le casting de Koh-Lanta avant chaque saison? Un droit de regard, ça ne veut pas dire grand-chose, ça voudrait dire que je peux dire oui ou non. Oui, de validation. Non. Alors, Le casting, je valide c'est pas. l'ingrédient principal, Oui, hein, mais le c'est vrai, casting, il y a une équipe dédiée à ça qui le fait formidablement bien, emmenée justement par Julien Magne, par Alexia Laroche-Joubert qui y participe. Voilà. Moi, je suis souvent interrogé et je mets mon grain de sel sur les compétences sportives des uns et des autres. Parce que, voilà, c'est mon domaine de prédilection. Donc, voilà, je dis, j'essaye de regarder un petit peu ce qu'ils ont fait, ce qu'ils font. Mais voilà. Mais par exemple, quand Alexia Laroche-Joubert vous dit sur, je crois que c'était il y a 2 saisons, Ahmad, on dit on a un candidat qui ne sait pas nager, vous dites ok, super, on prend ou pas moi, on m'a jamais dit ça parce que en plus, moi, je regarde les castings. Ouais. Et Ahmad, quand vous le mettez dans une piscine de 25 mètres, comme c'était le cas Ouais. pour faire son test, je ne peux pas vous dire que c'est pas Michael Michael Phelps. Phelps, Oui, d'accord. ça c'est sûr, mais il est capable de partir d'un point A à un point B sur 25 mètres sans aucun problème. Sauf que quand vous vous retrouvez dans une mer avec une bonne houle, une mer noire, parce que ce jour-là c'était plutôt orageux et qu'il faut aller le plus vite possible avec une équipe et que vous vous sentez un peu seul au monde, c'est beaucoup plus compliqué. Mais Ahmad, au moment où il part, il n'est pas non-nageur. Il est nageur, on va dire, très moyen. Mais ce que je peux vous dire, c'est que, en tout cas j'espère, parce que autrement ça voudrait dire qu'il me raconte des histoires et il prend des cours de natation vers chez lui à Lyon pour être plus performant. Alors juste un petit mot, on va sortir de Koh-Lanta un petit peu pour parler d'autres émissions et je voudrais qu'on dise un petit mot sur votre livre aussi, hein, Ouais. qui vient de Avec sortir. plaisir. Les émissions, il y a District Z qui a été la grosse nouveauté de l'année, Ouais. hein, en décembre, produite par Arthur. L'émission a bien marché mais a été énormément critiquée. Arthur s'en est défendu, vous l'avez sans doute vu dans Reporter Magazine en disant qu'il a toujours été critiqué, que beaucoup des producteurs l'avaient appelé pour dire qu'une création française qui marchait comme ça, c'était important. Comment vous l'avez vécu, vous, Denis, au sein de cette... Bah, forcément, on n'aime pas être critiqué. Vous avez été assez épargné vous-même, hein, c'était ouais, mais on aime un peu le concept qui a on été, aime être critiqué. challengé. Ouais. C'est, encore une fois, un projet qui sort de la tête d'Arthur et c'est un projet papier. Il y en a combien à la télévision en France aujourd'hui des projets originaux de cette Quasiment envergure aucun. En fait, les chaînes en leur donnent pas trop leur divertissement. chance. Ben voilà. Ouais. Donc moi je dis bravo à TF1 d'avoir eu l'audace de le faire, bravo à Arthur d'avoir mis tout ça en place, et je trouve formidable qu'on puisse avoir une deuxième saison. Ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire qu'on sait qu'on est perfectible. C'était pas la meilleure émission du monde, mais on a mis en place des choses et on va travailler, on va mettre le curseur différemment en termes de zombies, on va peut-être apporter plus d'épreuves sur chacune des émissions. Mais franchement, quand on regarde les audiences, on peut toujours critiquer, on est parti à un niveau phénoménal. On a baissé, certes. Presque anormal, en fait, hein, Mais au départ. mais le niveau de départ, quand on s'est appelé avec Arthur le lendemain, on n'en revenait pas 47% sur la femme responsable des achats. Alors on a baissé. Mais sur l'ensemble, on est à plus de 30% de part de marché. Il n'y en a pas tant que ça, des émissions qui font ça à plus de 30% sur la ménagère, enfin sur la femme des responsables des achats. Donc, on est en train de travailler avec les équipes d'Arthur sur la deuxième saison. Et moi, je trouve que, voilà, on n'a pas à rougir. Il y a des gens, j'étais encore hier avec des gens qui me disaient « Ah, mes enfants ont adhéré des District Z ». On est là pour apporter quelque chose. On s'est inspiré de Walking Dead, on s'est inspiré des jeux vidéo. C'est novateur. OK, on fera mieux, on vous le garantit. Mais on est en train, en tout cas, de réfléchir et d'écouter. Parce que les critiques, elles doivent être constructives. Quand elles sont constructives, on les écoute, on les entend et on en prend note. Donc, je peux vous dire que ce que nous avons pu entendre, ce qui a pu être dit, eh bien, ça va nous permettre de corriger, de changer un peu l'axe de la mire pour qu'on puisse être encore plus performant sur cette deuxième saison de District Z. Alors, un petit mot évidemment sur votre livre. Il nous reste moins de 2 minutes, on déborde, mais c'est Koh-Lanta, c'est tellement passionnant. Votre livre qui s'appelle Un soldat presque exemplaire, paru la semaine dernière chez Flammarion. Ouais. Alors, en voyant le titre, j'ai pensé à une autobiographie, parce qu'on sait que vous êtes un soldat exemplaire de TF1. Alors, mais presque, non, puisque vous êtes exemplaire, mais en fait, pas du tout. Il s'agit d'un roman tiré de faits réels, comme on dit. Comment cette idée vous est venue, Denis ?
J'ai une vraie appétence pour le monde militaire. On m'a donné la responsabilité d'être parrain des blessés de guerre il y a quelques années. Et dans ce cadre-là, j'ai rencontré des blessés physiques, mais j'ai aussi découvert la blessure psychique. C'est-à-dire ces gens qui sont détruits, traumatisme d'après, bien sûr, traumatisés d'avoir trop fait la guerre, cabossés, abîmés, d'avoir été trop sur des opérations extérieures. Et c'est le cas de Stanislas, mon héros, qui a commencé très jeune au service militaire, qui est parti en Somalie, qui est parti ensuite au Kosovo. Qui est un vrai, vous avez un peu romancé, mais c'est un vrai personnage. Ah, c'est un vrai personnage, c'est quelqu'un qui existe, c'est quelqu'un qui a à peine 50 ans et qui malheureusement aujourd'hui est inapte, a été réformé parce que psychologiquement il n'est plus capable d'être un soldat et pourtant Dieu sait si ça a été un héros de guerre en tant que sergent-chef, le sergent-chef Carten, patron de groupes de combat au Kosovo plusieurs fois, en Afghanistan, au Mali, un peu partout en Afrique. Et ce héros qui a vécu des moments extraordinaires dans sa carrière militaire, eh bien, à l'inverse, et c'est un peu le côté sinusoïdal de sa vie, est devenu un sale type dans sa vie de tous les jours, à cause notamment de cette blessure psychique qui lui a malheureusement fait perdre le contact avec la vraie vie et dans des proportions terribles, puisqu'il a même à un moment tenté de mettre fin à la vie de sa femme. Ah, de sa femme, oui, absolument. De sa femme, il s'est montré très violent, porté sur l'alcool, voilà. Mais cette histoire-là, moi, elle m'a interpellé parce que, bien évidemment, que je condamne, mais le plus fermement possible, tout ce qu'il a pu faire dans sa vie de tous les jours. Mais je lui trouve des circonstances atténuantes. Et je crois qu'il faut encore plus pouvoir s'intéresser, pouvoir accompagner ces blessés psychiques. L'armée, l'État français le font depuis maintenant quelques années avec beaucoup de rigueur. Néanmoins, voilà, il faut les accompagner après. Et Stanislas, moi, ce qui me fait plaisir aujourd'hui, c'est qu'après avoir traversé des moments terribles, d'être dans une vie totalement chamboulée, bouleversée, eh bien, il est en train de se reconstruire. Il est capable de ressortir, ce qu'il n'était plus capable de faire. Il est capable de prendre le train seul. Il est capable de s'occuper de ses enfants le week-end. Et puis, il a retrouvé un travail en dehors de l'armée, mais pas très loin quand même. Et donc, quand vous avez un travail, que vous avez des enfants, que vous retrouvez une vie sociale, eh bien vous repartez. Et c'est presque une renaissance pour lui, mais c'est aussi une renaissance pour Marie, son épouse. Et voilà, c'est cette histoire que j'ai eu envie de raconter avec des hauts, très hauts en combat, notamment au Kosovo, lorsqu'il prend des éclats de grenades dans la jambe, il continue à combattre pour sauver une partie de son groupe de combat avec un courage et une abnégation extraordinaire. Et puis les moments les plus terribles de violence, et notamment de violence conjugale. Et ce qui m'impressionne aussi chez lui, c'est ce discernement, cette clairvoyance qui est la sienne aujourd'hui. Moi, je lui trouve des circonstances atténuantes avec ce qu'il a vécu dans l'armée. Lui ne s'en trouve pas. Et il me dit, et j'en ai des frissons quand je vous le raconte, avec beaucoup de distance, que le héros, c'est pas lui. L'héroïne, c'est Marie, son ex-femme, la mère de 2 de ses 3 enfants, et qui a enduré des choses absolument inacceptables parce qu'il n'était plus lui-même aussi. Sarah, on prend une dernière petite question et on passe à notre rubrique. Une dernière question. Ouais. Allez, de Samy, bonjour. Est-ce qu'un Koh-Lanta avec des people est possible ? Alors, possible, oui, parlé, ça, hein. mais non, franchement, j'ai pas envie. Vous voyez, District Z, c'est une émission où on prend, entre guillemets, enfin, moi, j'aime pas le terme people, mais des artistes, des personnalités, que ce soit des sportifs, des comédiens, des humoristes, des chanteurs. Mais Koh-Lanta, je dis toujours, c'est une émission pour les anonymes, par des anonymes. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène d'identification beaucoup plus que de curiosité dans Koh-Lanta. On a envie, quand on se met dans son canapé, qu'on mange des chips, une pizza ou des sushis, en regardant ces gens qui ne mangent pas, eh bien on a envie de s'identifier à eux. Il y en a qu'on aime, il y en a qu'on aime moins, il y en a qui nous ressemblent, il y en a qui sont totalement notre opposé. Et on va vivre, on va progresser semaine après semaine avec eux, et on va apprendre à les connaître, on va apprendre à les aimer, ou à les détester d'ailleurs, hein, parfois, mais c'est ça la force. C'est-à-dire qu'on s'identifie, on vit par procuration leur aventure en étant dans son canapé en France métropolitaine, alors qu'eux sont dans un magnifique lagon du côté de la Polynésie française. Merci Denis, on passe tout de suite à notre rubrique de fin, le sucré salé, je sais que vous adorez.
Vous adorez parce que c'était une de vos rubriques, hein, à l'époque de Formule 1 à la une. Mais vous vous souvenez? oui, exactement. Et on en avait parlé avec Karen Minier. Karen Minier qui demandait à Gérald slip ou caleçon, thé ou café, etc. Quand elle a demandé slip ou caleçon à David Coulthard, ça avait entraîné une relation entre eux et un mariage. Ouais, donc attention, hein. Moi je suis déjà marié, donc si Sarah me demande slip ou caleçon, je ne réponds pas. Non, alors pas slip ou caleçon. Nous, on va faire des trucs beaucoup plus simples. Vous devez choisir entre Ninja Warrior et District Z. Prenez quoi? Ninja Warrior. Je ne mets pas Koh-Lanta parce que je sais que c'est votre émission chouchou, mais Ninja Warrior ou District Z. Demain, TF1 vous dit tu n'en gardes qu'une, Denis. Vous gardez laquelle? C'est compliqué. C'est compliqué parce que j'adore Ninja Warrior et qu'on va partir pour une 6e saison, mais je suis attaché à un programme original et voilà, j'ai envie de continuer l'aventure. Donc je ne choisis pas. Vous ne choisissez pas? Non. Pareil entre Christophe Beaugrand et Iris Mittenard? Vous ne choisissez pas? Non, mais... Vous me demandez de choisir entre Christophe Beaugrand et Iris Mittenard. Ah oui, absolument. Voilà, Christophe me fait marrer, Christophe est mon complice sur Ninja Warrior, mais Iris est quelqu'un que j'aime beaucoup, voilà, qui mène parfaitement sa barque. Voilà, si vous me dites sur Ninja Warrior, je choisis Christophe Beaugrand. Si vous me dites pour aller assister à un défilé de mode, je vous dis Iris Mittenard. Ouais, c'est vrai, Christophe Beaugrand sur la mode. Il risque de tomber en plus en marchant. Ouais, exactement, il marchait, surtout si vous lui mettez des talons. Hein. Journaliste ou écrivain? Demain, vous ne pouvez faire plus qu'une journaliste, chose. Quoi. sans hésiter. Ouais, toujours. Mais je suis journaliste, j'ai ce métier vraiment chevillé au corps, c'est une vocation, je le dis toujours, c'est une passion de jeunesse que j'ai réussi à assouvir et c'est ce qui remplit ma vie professionnelle. Écrivain, d'ailleurs, je ne me considère pas comme un écrivain, c'est quelqu'un qui ferait ça de manière professionnelle. Moi, c'est un violon d'Ingres, c'est un défi que je me suis lancé. Ça m'a donné envie d'écrire un 2e livre, enfin, encore, c'est sûr. Bien sûr ouais. Mais voilà, c'est pas ce qui me fait vivre, c'est pas mon quotidien. Donc, s'il faut choisir, journaliste. Journaliste. Voiture ou vélo? Vélo. Ouais. Vélo, incontestablement, pour des questions écologiques, parce que j'adore faire du vélo, parce que j'aime aussi le vélo électrique de temps en temps, parce que j'ai découvert le vélo sur la neige, sur des pentes assez escarpées du côté de la Toussuire, dans les Alpes, il y a quelques semaines. Donc ouais, vélo, même si j'aime la voiture et j'aime les vieilles voitures. Arthur ou Alexis Alain-Roche-Joubert, vos 2 producteurs? Oh, non, Allez, vous me posez qui sont très amis d'ailleurs en ce moment, je crois. Mais mais vous voulez me fâcher avec les gens du PAF, mais je ne réponds pas à cette question. Vous ne répondez pas. J'aime les deux et je suis très heureux de travailler avec les deux. Bon, alors une petite dernière. Sport ou jeux vidéo? Parce qu'on vous a vu dans les pubs pour les jeux vidéo récemment, où vous débrouillez pas trop mal forcément. Sport quand même. Incontestablement. Ouais. Et je pense que je suis meilleur, mais surtout ça vient de plus loin. Animal Crossing, c'est ça que vous voulez dire? Ouais. Même si ça me fait marrer et que je suis super content que sur Animal Crossing, il y ait un univers Koh-Lanta. Mais vous avez vu, je pêche des requins sur Animal Crossing. On va les revoir d'ailleurs. Mais attention, en tout cas, Nintendo est toujours pas très loin des programmes comme Koh-Lanta. Mais j'en profite pour vous dire que, en tout cas, les séances de sport connectées, mais c'est génial. Moi, j'ai découvert, je ne connaissais pas, mais Ring Fit, notamment. Ouais, ça tue, hein, c'est épuisant. Je peux vous dire que je me suis entraîné. Il faut avoir des sacrés abdos. Ne croyez surtout pas que c'est un truc juste pour amuser la galerie et que c'est juste un jeu vidéo. Il y a aujourd'hui, de manière connectée, des façons formidables de faire du sport et Ring Fit Aventure en est une. Et voilà, je vous le conseille. Et je ne vous aurais pas parlé de ça, mais c'est vous qui m'en parlez. On en parle. Merci beaucoup, Denis. Vous avez presque fait vos choix, en tout cas. C'est parfait. Je rappelle qu'on vous retrouve évidemment vendredi. On n'en rate pas le début de Koh-Lanta. Ça va partir très fort directement. Koh-Lanta, les armes secrètes, évidemment. Ça, ce sera dès lundi. Et votre livre, Un soldat presque exemplaire aux éditions Flammarion, que vous pouvez trouver évidemment actuellement dans toutes les librairies et commander aussi en ligne. Merci. Et moi, si je vous demande de choisir entre Sarah et Sarah, vous choisissez qui? Sarah, évidemment. Entre Sarah et Damien, vous voulez dire qu'il n'est pas là et qu'on salue. Damien Merceau. Non, ou Damien Canivez. Ah oui, d'accord. Mais je prends Sarah, Sarah directement. Aucun souci là-dessus. Toujours la galanterie. Je vois votre œil qui brille. Toujours la galanterie. Sarah, nous on sera là demain. Oui, on se retrouve demain avec l'ancienne animatrice du groupe TF1 et puis du grand concours des animateurs qui officie maintenant dans le groupe Canal+ sur C8. Eh bien, c'est Carole Rousseau. Et qui vous présentera une nouvelle émission de Cold Case, de faits divers. Croyez-moi, si vous êtes amateur, vous allez apprécier. Ce sera demain à 10h. Bonne journée à toutes et à tous.